Un livre, un débat. Le point de vue d'un auteur qui nourrit la polémique. Rencontre ce soir avec Abdelhak Serhan, auteur marocain qui occupe toute sa place dans la littérature de langue française. Romancier, poète, essayiste, il porte un regard sans complaisance sur son époque et alimente ainsi un travail littéraire reconnu bien au-delà de nos frontières. Il présente actuellement à travers le Maroc L'homme qui descend des montagnes, son dernier roman paru aux éditions du Seuil. Et c'est pour nous en parler qu'il a accepté de nous rendre visite dans nos studios de Tanger. Abdelhak Serhan, bonsoir. Bonsoir. L'homme qui descend des montagnes est un récit autobiographique. L'action se déroule à Azrou et on assiste en le lisant à la naissance d'une vocation d'écrivain et dans votre cas précis, vocation d'écrivain révolté au premier chef par votre environnement familial, traditionnel. Vous le considérez dès le départ comme s'il vous était étranger. Étranger par quoi, par qui? Sur le regard que vous portez sur votre frère, votre père. Écoutez, d'abord, ma naissance à la littérature ne commence pas avec L'homme qui descend des montagnes, mais bien avant. En 83, j'avais déjà publié mon premier roman, Messaouda. Et entre Messaouda et L'homme qui descend des montagnes, il y a pratiquement une vingtaine de livres qui ont été publiés. C'est vrai que plus je regarde cette société, plus je m'interroge sur sa vocation, sur son orientation, et plus je me sens étranger. Effectivement, c'est un regard assez critique, assez acerbe, parce que j'aimerais que cette société évolue, que cette société progresse. Malheureusement, tout ce que je perçois et tout ce que j'aperçois et tout ce que je vis, tout ce que je vois, c'est une régression constante. Et donc, bien entendu, l'homme sensé ne peut être que révolté par rapport à cette situation qui se dégrade de plus en plus, surtout par rapport à l'humain, par rapport à cette masse démographique qu'on néglige, qu'on détruit, qu'on marginalise, et qui devrait normalement être l'élément moteur de tout progrès. Si j'évoquais la naissance d'une vocation, c'est que le récit s'articule autour de vos jeunes années, et que déjà il y a ce sentiment par rapport à une époque ancienne, un sentiment d'étrangeté, un regard décalé par rapport à ce que vous vivez à l'époque. Messaouda aussi est un roman autobiographique et en fait, au bout d'une vingtaine d'années, je me suis rendu compte que ma vie n'était pas ma vie, mon enfance et ma jeunesse n'était pas tellement différente d'une enfance d'un jeune qui vit dans les bidonvilles, dans un quartier périphérique, dans la misère. Et donc j'ai essayé, c'est une interrogation au bout de 20 ans sur l'évolution de cette société. Et à travers ma vie, à travers mon enfance, l'interrogation est très claire. Qu'est-ce qui a changé? Et je crois que l'interrogation est énorme parce qu'elle porte en elle tous les ingrédients d'une révolte, en fait, que je dirais communautaire, mais contenue. Vous savez, nous sommes un peuple, bien sûr, sympathique, etc., mais nous sommes aussi un peuple violent, un peuple qui retient sa violence. Il n'y a qu'à voir quand il y a un match de foot, devant un guichet de cinéma, dans la station des cars, nous sommes des gens violents. Mais c'est une violence qui est contenue parce qu'il y a des ingrédients qui ont fait que cette violence ne s'exprime pas de manière organisée, pensée. Donc, moi, ça me désole. Ça me désole qu'on soit arrivé là plutôt que d'avoir progressé dans le bon sens. Et à propos du roman lui-même, il a pour personnage central, outre le narrateur, vous-même le personnage de votre mère. Comme beaucoup de femmes de sa génération, elle n'a pas eu d'enfance en raison d'un mariage et d'une maternité précoce, de grossesse également à répétition. C'est source pour elle d'une grande souffrance. Quand j'ai publié Messaouda en 83, effectivement c'est un livre qui est assez dur, assez critique vis-à-vis de ma mère, vis-à-vis du père. Et c'était en quelque sorte un règlement de compte par rapport à ce microcosme qui est ma famille, mais aussi par rapport à toute la société. Et puis, ce livre, je le voulais un hommage à ma mère, puisqu'elle est morte en me racontant un peu quelques souvenirs de mon enfance. Et j'avais envie de lui rendre quelque chose, de lui donner plus cette révolte-là, mais un peu de l'amour qu'elle m'a porté. Et c'est vrai que la fin du livre est complètement dédiée à elle. Et bouleversante, ça c'est l'avis du lecteur. Voilà, donc effectivement, c'est un hymne à ma mère, mais c'est un hymne à la femme en général, c'est un hymne à toutes les femmes qui ont souffert, qui ont raté leur enfance, leur mariage,
qui ont tout raté, quoi. Alors votre émancipation à vous par rapport à votre milieu, elle passe par l'école française, mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer très simplement comme ça, la rencontre avec la langue française, avec l'école française, ne se fait pas du tout de façon idyllique. C'est là encore c'est violent, là encore c'est du mépris, de l'humiliation, et vous allez vers la langue française, qui est donc la langue dans laquelle vous écrivez, comme vers une conquête. C'est un conflit. C'est un conflit parce que j'ai vécu ma scolarisation comme une sorte de combat. Une sorte de combat et une sorte de survie. J'avais pas compris au départ que la langue française pouvait me mener à ça. Et je me souviens que dans toutes les écoles où je suis passé jusqu'au lycée, on a appris la langue française à coups de bâton, à coups d'humiliation. Et c'est vrai que ça n'a pas été très très facile. Mais tout cela est oublié, ça fait partie du passé. Aujourd'hui, je me rends compte finalement que j'ai vécu grâce à la langue française, j'ai travaillé grâce à la langue française, et que la colonisation, c'est pas complètement négatif, et qu'on a hérité quand même de quelque chose. On a hérité, ma génération en tout cas, d'une école capable de faire de nous des gens qui maîtrisons notre personne et notre langue. Et je pense que cette révolte aujourd'hui est dépassée. Le ferment de la littérature, quand on lit L'homme qui descend des montagnes, on le trouve aussi dans le conte. La place du conte, alors dans votre famille, c'est votre grand-mère qui fait office de conteuse. Vous-même, dans ce roman, vous nous livrez un conte. Alors quelle place occupe l'univers en fait du conte dans votre imaginaire? En tant qu'auteur, qu'est-ce que vous retenez de cet univers-là? Ce qui reste, c'est toutes ces histoires merveilleuses que ma grand-mère me racontait, que mes tantes me racontaient. Et c'est vrai que aujourd'hui, je les transcris dans une langue étrangère, mais ça reste quand même un patrimoine assez riche, un patrimoine marocain. Et c'est un patrimoine qui a enrichi mon imaginaire et j'ai vécu avec ça toute mon enfance. Chaque nuit, ma grand-mère dormait entre nous, entre mon frère et moi, et chaque nuit, elle devait nous raconter un conte. Et donc, on le retrouve dans L'homme qui descend des montagnes, mais on retrouve d'autres contes aussi dans d'autres livres qui m'ont paru intéressants. J'ai même écrit un conte dans un petit livre pour jeunes qui s'appelle Pomme de grossesse, que ma grand-mère me racontait quand j'étais gamin. Et c'est vrai que on a perdu tout ça aujourd'hui. On a perdu tout ça. Et c'est dommage parce que c'est une culture qui est en train de se perdre. C'est un patrimoine intéressant qui est en train que la télévision a détruit. C'est d'autant plus dommage que si on prend ce roman, le narrateur, il y a l'enseignement coranique qui lui est donc appliqué par la violence et qu'il rejette. L'école française, on en a parlé, c'est pas facile non plus. Le conte, finalement, c'est la seule transmission qui se fait par le plaisir, par l'amour. C'est la seule possibilité que nous avions quand on était enfant. C'était la seule possibilité que nous avions de vivre quelque chose qui ne soit pas violent, quelque chose qui soit du domaine du rêve et de l'espoir. Autrement, dans la vie courante, on était tabassé par tout le monde, par le voisin, par le maître de l'école coranique, par les instituteurs à l'école, par le père, par le frère aîné, par l'oncle. Et c'est vrai qu'on a vécu une vie assez militaire, assez rude. Et ce que l'on retient du conte que vous retranscrivez dans ce roman, c'est la force du verbe, son pouvoir de manipulation, tout ce que le conte finalement permet d'obtenir en fait. Absolument, oui. Par le verbe, mais aussi par la manipulation. Je crois qu'il y a dans ce conte les prémices de la transformation d'une société qui devient une société intéressé uniquement par l'appât du gain, par l'argent, par tous les moyens. Ma dernière question porte sur les premières pages de L'homme qui descend des montagnes. Vous y racontez un retour à Azrou, un dialogue impossible avec d'anciens camarades d'école. Est-ce que l'écriture, selon vous, est une source d'isolement? Est-ce qu'elle contribue à la solitude de l'écrivain? Effectivement, les premières pages de ce roman se sont déroulées de cette manière, à quelques exceptions près. Bien sûr, l'écriture change un peu la réalité des choses, mais j'ai eu une conversation avec un responsable gouvernemental et aussi avec des camarades de classe et ils étaient un peu choqués que je tienne ce langage. Oui, je crois que l'écriture isole quand les gens ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, quand ils ne comprennent pas ce que vous faites, quand ils ne comprennent pas en fait le message que vous voulez leur passer. Certainement qu'il y a aussi quelque part un peu de jalousie, un peu de jalousie parce que Serran est dans les vitrines des librairies,
il devient connu. Mais je crois que la meilleure leçon que je tire de ce livre, c'est l'histoire de Tammy, qui a été chassé de l'école et puis arrive en Allemagne pour travailler dans une usine de montage de voitures. Il refait des études là-bas et il devient un homme important. Il a une chaire à l'université de Bonn. Et quand Helmut Kohl est venu en visite officielle, c'est lui qui était entre Hassan II et le chancelier. Il était traducteur. Et j'ai revu en fait avec fierté cet homme qui devait certainement se moquer de nous. Ce sera le mot de la fin. Abdelhak Serhan, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous vous recevions pour L'homme qui descend des montagnes, votre dernier roman paru au Seuil. Cette émission, comme les précédentes, peut être réécoutée intégralement sur notre site web www.media.com.